Bonsoir le frère Vao. Allô? Oui, comment tu vas frère? C'est lancé à la communication, hein? Ah. Allô? On t'attend pas bien, hein, le frère Vao. Il est là? On l'attend pas bien. Allô, le frère Vao est là? On l'attend pas bien. Allô, allô? Tu as bien un écouteur? Allô, Vao, est-ce qu'il est là? On n'entend pas s'il a mis écouteur. Ou bien il descend et remonte rapidement. On va garder sa place. Allô, Vao? On dirait qu'il a mis, c'est pas écouteur. Ouais, peut-être il a mis écouteur. Il a mis écouteur. Ok, je descends et monte. Oui, vas-y. Envoie ta demande. Il va descendre pour remonter. Il va descendre et puis il remonte. Aïe, aïe, aïe. Transformateur, tu n'arrives pas à envoyer un message. Va où tu descends et puis tu remontes. Descends et puis tu vas monter. Tiamba, bonsoir. Comment tu vas? Tiamba, c'est lui, il dort pas même. Tiamba. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Vous m'entendez? Oui, on t'entend, petit. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Vous m'entendez? Moi aussi, j'ai besoin de descendre et remonter. Hein. Ouais, descends, tu vas remonter. Descends et puis tu vas monter, voilà. J'attends, je vais garder votre place. Tiamba, lui, la vue Chapalo. Tiens, maintenant, t'es couvert là. Moi, j'ai pris Dieu, il ne faut pas lui, il va boire Chapalo pendant la campagne. Alors, qui m'appelle à cette heure? Attendez, j'ai un coup de fil important. On va donner la parole à notre sœur Abi. On va lui donner la parole. Allô? Allô? Petit, hey, attends. Il n'y a plus mon écouteur. Elle c'est Abi, elle est là. Elle est là. Allô, petit? Oui, oui. Abi Touré, bonsoir. Oui. Oui, petit. Il y a une bonne nouvelle. Oui. D'accord. Elle s'est habillée là. Attends, écoute, je vais monter quelqu'un rapidement. Les gens là, ils sont descendus, je les attends pour monter, je ne les vois plus. Ouais, monsieur Vao est là. Attends, ne quitte pas, mon petit. Reste là, fiston. Bon, bonsoir Vao, tu peux prendre la parole, il n'y a pas de problème. Ok, là ça va, vous m'entendez? Voilà, ça va maintenant, on t'entend très bien. Ah, tranquille, super. Ouais, vas-y petit. Alors, donc là, je suis tombé pendant que vous étiez en train de parler, bien entendu, du problème avec les mendiants là. Rappelez-vous, hein, parce que ce n'est pas... au Niger, par exemple, ils ont pris des lois aussi, il y a quelqu'un qui a fait mention de ça tout à l'heure, pour pouvoir... Ils ont pris des lois pour pouvoir les chasser des carrefours, des grands carrefours au Niger, des grandes voies de la ville même de Niamey. Ça a été pareil. Bien avant ça aussi, au Sénégal, ils ont pris aussi des mesures contre eux. Au fait, c'est pour repartir un peu en arrière dans l'histoire.
quand Soro, avec sa rébellion, voulait bien entendu chercher à reprendre Abidjan pendant qu'ils étaient en train de... pendant qu'ils étaient dans leur rébellion au niveau de Bouaké là-bas. Les gars, pour espionner le pouvoir en place, le pouvoir de Gbagbo, il s'est transformé en fou dans les rues, si vous vous rappelez très bien. Oui, oui. Il s'est transformé aussi en mendiant. Voilà, pour espionner le pouvoir de Gbagbo et tout. Et quand les services de renseignement ont remonté l'information vers la hiérarchie, vous avez vu que ils ont pris des mesures pour pouvoir, bien entendu, chasser les fous. D'abord, les vrais fous, on les a remis dans les asiles. Bon, au niveau à Abidjan, on les a remis au niveau de du coin de à Bézéville, là. Et puis les gens qui d'après eux, ils font semblant d'être fous là. Les gars, bon, on ne sait pas comment Gbagbo traitait sa chose, mais on n'entendait plus parler d'eux. Voilà. Souvent même, vous allez voir un fou, on dit non, ce n'est pas un vrai fou. Et que voilà, c'est ce qu'on appelle ça, c'est un assaillant. À l'intérieur du pays aussi, là-bas, c'était plus grave. Parce que là, les familles qui ont un membre, s'il y a un membre de leur famille, par exemple, qui est fou et tout ça, machin, ou folle, on les interne à la maison. Il ne faudrait pas qu'ils sortent, parce que quand ils sortent, c'est dangereux. On peut les prendre pour des assaillants et puis peut-être les tuer là-bas. Donc du coup, c'était un peu dangereux. Ça pour vous dire au fait qu'il y a des informations, d'après les services de renseignement, qui sont remontées, qui ont démontré exactement que dans certaines localités, les terroristes, avant de les prendre, de prendre telle ou telle localité, les gars, certains se déguisaient aussi en mendiants pour pouvoir espionner les va-et-vient, surtout vers les camps militaires là, pour voir comment on va dire, leurs forces de l'ordre sont organisées. Et puis en fonction de ça, ils les attaquaient. Et puis ils prenaient les camps sans bavure. Donc ce qui a fait que Niamey maintenant a pris cette mesure-là. Donc, si l'État de Côte d'Ivoire décide aujourd'hui de prendre des mesures pour pouvoir, bien entendu, et cette mesure-là, ce n'est pas aujourd'hui qu'elle a été prise. Rappelez-vous, il y a longtemps, déjà, ça fait 2 ans déjà, qu'ils ont pris une loi pour dire, bon, ok, même les vendeurs ambulants et les mendiants, eux tous, ils doivent quitter les rues maintenant. Voilà, parce que ceux-là, ils peuvent se retrouver n'importe où, vous n'allez pas les calculer, vous avez dit juste ce sont des vendeurs ambulants, ou bien ce sont juste des mendiants, pourtant ils sont en train de vous espionner, et tout. Donc, aujourd'hui, si des mesures sont prises, c'est parce que forcément il y a quelque chose. Au début, c'était de la sensibilisation, mais maintenant, il faut bien entendu essayer de, comment dirais-je, de prendre le problème, voilà, par les cordes, et prendre le taureau par les cordes, et puis résoudre clairement le problème. Et donc, petit à petit, actuellement, c'est vrai que les services de l'ambassade du Niger, les services sont débordés, mais comme je l'avais dit à un ami, dans 6 mois, parce qu'on leur a laissé un répit, dans 6 mois, ils vont chercher à se mettre en conformité avec les lois ivoiriennes. Aussi en conformité avec les lois de la CEDEAO. Vous n'avez pas certainement trop fréquenté certains expatriés ou encore, on va dire, d'autres Africains qui viennent se chercher en Côte d'Ivoire, mais quand ils sont issus de l'Afrique du centre, l'Afrique du nord, l'Afrique du sud et tout ça, ou bien l'Afrique australe, quand ils viennent chez nous, ils sont conformés, bien entendu, à la carte de séjour. Et pour la carte de séjour, on te demande exactement des questions, des formulaires à remplir et tu passes une interrogation. Il faudrait que tu écrives sur papier exactement le motif de ton séjour en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que tu apportes exactement à l'économie ivoirienne? Et puis, je ne sais pas si tu fais du commerce. Est-ce que comment tu comptes t'y prendre? Quel type de commerce tu vas faire? Et puis, pour combien de temps exactement et tout. Bref, plein de choses qu'on leur demande. Et maintenant, si tu arrives à justifier maintenant le motif de ton séjour en Côte d'Ivoire, on te demande, selon les réglementations ivoiriennes, on te demande comment dirais-je, de prendre un Ivoirien. Quel est l'Ivoirien qui peut se porter garant de toi? Je ne dis pas un résident, je dis bien un Ivoirien, c'est-à-dire une personne de nationalité ivoirienne à qui
on va demander des explications. Si toi, par exemple, tu viens et puis tu as des projets pas très catholiques en Côte d'Ivoire, tu viens, par exemple, tu dis tu es venu pour du commerce et puis on constate que, au fait, tu fais autre chose. Tu viens, tu t'amènes, tu t'adonnes au vol, au viol, au banditisme et tout ça, machin, ou même tu viens pour des raisons d'espionnage. Si on n'arrive pas à te mettre le grappin là-dessus, c'est celui qui s'est porté garant. C'est lui qui va répondre de toutes tes actes. Tu vois un peu. Donc il y a plusieurs barrières qu'on met pour qu'une personne qui vient résider en Côte d'Ivoire puisse bien entendu, comment dirais-je, de sorte à ce que l'État soit sûr que tu es une personne qu'on peut attraper à tout moment lorsqu'il y a un problème. Donc déjà ces personnes-là, quand ils vont sortir de la CEDEAO, ils ne pourront pas justifier finalement leur comment dirais-je, leur séjour en Côte d'Ivoire. Vous êtes des Nigériens, des Burkinabés, des Maliens. Dans ce cas, ça sera certainement difficile pour vous de vous conformer à la loi. Dans ce cas, petit à petit, il faut les rapatrier. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit non, on est parti les déposer à l'ambassade et tout ça, au lieu de les rapatrier directement. Les gars, rapatrier un seul individu, là, ça coûte cher. L'État du Côte d'Ivoire n'a pas envie d'investir là-dedans. Ben oui, c'est de l'argent en fait. Donc imaginez 140 et quelques personnes, 120 et quelques personnes et tout ça, machin. C'est de l'argent. Donc ce qu'il faut faire, c'est de les envoyer dans leurs ambassades eux-mêmes là. Ils vont se charger de rapatrier leurs frères, arriver là-bas. Si ceux-là maintenant décident de prendre des armes parce qu'ils ont faim, parce qu'ils ne peuvent plus commander et tout ça, ça c'est leur problème. Voilà. Donc en tout cas, petit à petit, la CEDEAO est en train de prendre cette disposition de sorte à ce que ceux-là, finalement, ils quittent notre territoire. Ce qu'ils ne savaient pas, le truc, c'est que, au fait, ça arrange la CEDEAO. Pour le moment, ils sont en train de vous dire, non, restez, mais au fait, ce sont des larmes de crocodile, on va dire. Voilà, du côté de la CEDEAO. Parce que, regardez un peu, tant que ceux-là, ils ont la libre circulation, que la CEDEAO leur octroie, c'est difficile pour nous de mieux surveiller nos frontières. Aujourd'hui, là, si ceux-là, ils sortent de la CEDEAO, automatiquement, à chaque fois que quelqu'un va chercher à rentrer, bien entendu, la personne sera conformée à un visa. Voilà. Et donc, si tu rentres illégalement, on sait exactement comment te traiter. Pas comme les autres qui viennent, bien entendu, avec les cas de transport, ils rentrent, ils vont, ils viennent et tout ça, machin, et on dit juste de contrôler les pièces. Non, tu vas exactement justifier le motif de ton entrée sur le territoire ivoirien. Et petit à petit, moi, je pense que ça va, bien entendu, arranger la CEDEAO. Donc, pour chuter, je voulais dire en même temps à tous ceux qui nous écoutent sur ce panel-là, pour dire que le service de renseignement ivoirien, je le dis encore et je le répète, le service de renseignement ivoirien est le meilleur de la, comment dirais-je, de l'Afrique de l'Ouest. Même les Nigériens viennent prendre des informations. Waouh! C'est que c'est fort, ça. On a le meilleur service de renseignement actuellement. Vous avez entendu, hein? Mon réseau, pardon, revient là. Aïe. Allô? Oui, tu es là. Ok, l'image était un peu bloquée là. Donc, notre formation, déjà, la formation de nos éléments, ceux qui servent de renseignement et tout, ça a commencé déjà au Maroc, parce qu'ils sont très bons, les Marocains. Et ensuite, c'est parti s'achever, comment dirais-je, en Israël. On a acheté du matériel en Israël uniquement pour surveiller, pas uniquement tout le territoire ivoirien, mais pour surveiller toute personne susceptible de créer des troubles en Côte d'Ivoire et même à l'extérieur des frontières de la Côte d'Ivoire. Ce qui fait que même ce qui se passe au Mali, au Burkina, au Niger, la Côte d'Ivoire au courant de tout ça. C'est pas pour rien si leur tentative de déstabilisation qu'ils ont cherché à faire au Burkina Faso à travers leur réunion où ils ont convoqué le fameux Maïga qui est aux États-Unis, il y avait aussi Soulé de Paris, il y avait Souleymane Gbagbo, il y avait le fameux Dosso qu'ils ont attrapé dans le mois de novembre ou même dans le mois d'octobre. Et puis les gens étaient en train de faire des rumeurs. Non, il y a eu la marche de la vie chère parce qu'il a participé à ça. La Côte d'Ivoire, on l'a attrapé. Non, c'est pas ça au fait.
on l'a mis en prison pour tentative de déstabilisation des institutions de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce qu'il a participé à une réunion au Burkina Faso par, on va dire, par vidéoconférence. Il a participé à la réunion où là-bas ils étaient en train de planifier comment déstabiliser la Côte d'Ivoire à travers les fake news. Parce que vous savez, chez eux là-bas, les fake news, ça prend vite. Si tu veux déstabiliser le Burkina ou bien le Mali ou encore le Niger, commence par les fake news. Et puis tu vas voir comment ils vont s'effondrer comme un château de cartes. Et même un commissariat de police peut faire un coup d'état là-bas et puis ça va passer crème. Parce que tout simplement vous avez diffusé des fake news. Même Ibé Cacao, lui-même là, pour prendre le pouvoir dans la main de Damiba, c'était difficile. Il a tapé poteau. Il a fallu que, parce qu'ils ont pris leur chaîne RTB, il a fallu qu'ils diffusent une fake news comme quoi Damiba se serait réfugié dans le camp militaire français de Camboissin. C'est ça qui a révolté maintenant la jeunesse burkinabé. Et puis ils se sont dit, ah, donc au fait Damiba, lui, il bosse pour les Français. C'est les Français qui le protègent. Donc ça veut dire que tout ce qu'il fait, c'est pour les Français. C'est pourquoi il a envoyé Blaise Compaoré sur le sol burkinabé, puis on n'a pas arrêté, les répartir en Côte d'Ivoire, blablabla. Donc ce qui a fait que ça les a révoltés. Et ils ont investi les rues. Et ça a été facile après pour Ibé Cacao de prendre le pouvoir. Donc eux, ils pensent que leur système là, ça peut marcher aussi en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi ils s'adonnent aux fake news et ils essaient bien entendu de comment dirais-je, d'attirer des cyberactivistes ivoiriens aussi dans leur tentative de déstabilisation, dans le but bien entendu d'avoir au moins le port autonome, les ports d'Abidjan pour pouvoir mieux commercer. Parce qu'ils savent que sans le port d'Abidjan, pour eux c'est difficile. Et ils pensent aussi que si on ferme, sinon si on décide que nos frontières là sont fermées, ou bien si eux-mêmes ils essaient d'évacuer leurs produits à travers d'autres ports, ils pensent que le port de Côte d'Ivoire ou bien les Ivoiriens vont souffrir. Mais c'est mal connaître l'économie de la Côte d'Ivoire. On vous dit que l'économie de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Rappelez-vous très bien que Gbagbo Loa, lorsqu'il était lui au pouvoir et qu'il y a eu cette rébellion, la Côte d'Ivoire était coupée en deux. Le port d'Abidjan, là, les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens, ils ne passaient plus par là. Ils passaient plus par le port autonome de San Pedro, et le port de San Pedro, ni le port autonome d'Abidjan. C'était bouclé, c'était fermé à cause du fait que le pays était coupé en deux. Donc ces pays-là, eux, ils partaient se ravitailler au Ghana, au Togo, au Bénin, au Sénégal, en Mauritanie même, ou en Guinée, et tout ça. Donc, ça veut dire que si vous, là, vous ne venez plus au port autonome, au port de Côte d'Ivoire, mais ça ne nous fait ni chaud ni froid, parce que malgré ça, le port autonome d'Abidjan avait fait un grand chiffre de, je sais pas quoi là, en tout cas c'était élu le deuxième meilleur port de l'Afrique de l'Ouest, en tout cas en termes de chiffre d'affaires. Effectivement. Et tout ça. Voilà. Donc ça veut dire que vous là, vous ne pouvez rien créer. Nous on est en train de pousser à ce que la Côte d'Ivoire soit souveraine sur tous les plans. Maintenant, la souveraineté, comme on a l'habitude de vous dire, ce n'est pas dans la gueule, c'est dans les actions, les actes, de sorte à ce que nous, Côte d'Ivoire, là, on puisse être, bien entendu, demain, on va dire, les vrais patrons de nos actes. Voilà, pas rester là et puis se laisser diriger par un certain Poutine qui, lui, gère ces choses en fonction, bien entendu, de ses intérêts et tout ça. Voilà, donc je suis là pour ne pas monopoliser la parole. Et puis, si y a un autre tour, bien entendu, je pourrais... Est-ce que quelqu'un a motion? Intervenir aussi là-dessus. Donner la parole à Tchomba. Est-ce qu'il y a motion? Non, il n'y a pas de motion. Il n'y a pas de motion. D'accord. Je t'envoie le numéro sur ton compte là qui est info là. D'accord, je vais voir après. Ok. Tu peux chuter, il dit il n'y a pas de motion. Hein. Ok. Si Tchomba est là. Tchomba, bonsoir. Tchomba, bonsoir. Je suis un peu d'accord avec l'analyse de Bao. On se rappelle très bien qu'avant même le 19 septembre 2002, on a vu, voilà, il y a des gens même, il y a un camion qui était garé
Tu vois Agban en face de... Agban là, chez William Civil, où on vendait les moutons là. Il y a un camion qui était garé là-bas. C'est un fou qui surveillait ce camion-là. Déjà, ce qui était dans le camion-là n'était pas bon même. C'est ces canons automatiques-là qu'ils ont guidés sur le camp d'Agban là. Puis ils ont fait malin. Ah ouais. Mais nous, on surveillait tout ça. Tchomba, tu es là? Ah, Tchomba. Tchomba, les... Tchomba. Oui, mais si tu me donnes la parole et puis toi tu parles, tu veux que je parle avec toi? J'ai dit bonsoir. Ah, tu dors. Bonsoir, ça va? Oui, mais tu m'as donné la parole et tu continuais de parler. Hein? Vas-y. Bonsoir, Okay, Nadi. Bonsoir. Bonsoir aux 700 panélistes qui sont en ligne, malgré leur tardive. Alors, bon, je n'ai pas pu suivre ton panel je crois, c'était entre 14h et 16h, non? Voilà, c'est après que j'ai vu. Voilà, je crois que vous revenez sur la question de l'arrestation des mendiants nigériens, c'est ça? Oui. Voilà, donc il faut dire que à un moment, il faut qu'on impose le respect. La Côte d'Ivoire ne doit pas à chaque fois donner des explications sur les décisions qu'elle prend. Voilà. Et il y a une vidéo, il y a quelques mois de cela, que j'ai même partagée sur TikTok, où les autorités militaires nigériennes avaient donné ordre aux gouverneurs des différentes provinces de ce pays d'arrêter les mendiants et de les conduire, je crois, dans des champs. Je n'ai jamais fait de soucis. Vas-y. Voilà. Donc j'ai partagé et j'avais aimé. Voilà. Parce que il y a une partie des ressortissants de ce pays qui ont fait de la mendicité un métier. Qui ont fait de la mendicité un métier. Et je crois il y a de cela quelques années, le Sénégal avait expulsé vers le Niger des milliers de mendiants qui traînaient dans les rues de Dakar. Voilà, je crois que ce n'est pas à l'ambassade qu'il faut envoyer ces gens-là. Il faut les exporter vers leur pays d'origine. Et je pense que cette décision de les envoyer à l'ambassade, c'est une réaction molle. Voilà, un pays doit imposer le respect. Parce que si on n'accepte que des handicapés, même des aveugles, viennent s'établir en Côte d'Ivoire, c'est qu'on encourage ces gens à continuer ce métier honteux qui est la mendicité. Alors, on va voir, et qu'on a vu également des Nigériens ou du moins des gens de l'AES réagir. Et c'est chaque fois que la Côte d'Ivoire prend une décision de ce type, non, ces gens-là réagissent. On les expulse partout, dans tous les pays du monde. Mais quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, non. La Côte d'Ivoire n'a pas respecté les règles. Souvenez-vous des réfugiés, de la centaine de réfugiés burkinabés qui avaient été reconduits à la frontière. C'est à ce moment qu'on a su qu'il y a des autorités au Burkina qui sont sorties pour nous rappeler que les règles de la Croix-Rouge, je ne sais de quelle autre organisation, interdisent des reconduites aux frontières parce qu'eux sont un pays en guerre. Autorités qui ne sont jamais sorties et qui ne sont jamais venus voir leurs réfugiés, leurs plus de 60 000 réfugiés qui sont à la charge de la Côte d'Ivoire. Alors, il faut donc il n'est jamais tard quand il s'agit de sécurité. Ce sont des mesures salutaires parce que
Je crois que c'est Vao qui le disait tout à l'heure, ou bien si c'est plus c'est Vao ou bien quelqu'un d'autre. Mais un mendiant peut être autre chose qu'un mendiant. Dans une telle période, un fou peut être autre chose qu'un fou. Donc, il faut que des mesures soient prises pour vraiment surveiller tout ce beau monde qui bouillonne aux frontières ivoiriennes. Je rappelle que ces Nigériens ne viennent plus par les frontières nord, ils passent par le Ghana, y compris ces hordes de mendiants. Voilà. Alors, c'est une période où on sent visiblement que ces pays dits de l'AES veulent la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. On n'a pas peur de faire un schéma. Excusez-moi. Donc, il n'y a pas de visionnage de trop en matière de sécurité. Ah oui. Hein. Voilà. Maintenant, il faut arrêter de dire que non, ils seront des cartes de séjour et tout ce blabla. Parce que ces gens-là disent qu'ils sont pressés de quitter la CEDEAO. Et qu'ils ont l'impression que nous avons besoin d'eux dans la CEDEAO. C'est nous qui sommes plus préoccupés par leur avenir dans la sous-région. Bon, comme ceux qui parlent ne reprennent pas grand-chose, à savoir les propagandistes, c'est vrai, on ne peut pas prendre leurs paroles au compte. Mais quand même, ce sont des opinions qu'ils expriment. Laissons-les aller jusqu'au bout. Et puis, bon, ben, ils vont assumer les conséquences. Sinon, les populations sont contre ce retrait-là. Et comme j'aime le dire, les Maliens ne restent pas dans mauvais film. Et la libération de ces peuples-là va certainement partir de Bamako. Les Maliens ont déjà fait une manifestation en France. Ils ont voulu faire une manifestation à Abidjan. Je crois que ce sont les autorités qui ont refusé. Ceux qui sont dans l'idéologie, c'est malheureusement le pays qui souffre le plus du terrorisme. Et il a été reconnu par le dernier rapport des Nations Unies sur le terrorisme dans le monde comme étant le pays qui a connu en 2024 le plus grand nombre d'actes terroristes. C'est le Burkina Faso, où on est dans l'idéologie. Les Maliens connaissent le côté pratique de la vie. Ce sont les commerçants. Ce sont les commerçants. Ça fait pitié. Il dit, depuis que le gars est venu même là, c'est que là où il a trouvé le niveau de la sécurité, il a baissé plus que ça. Hein? Les Burkinabés, ils arrivaient. Tu sais, il y a des endroits où Tchomba, tu es là? Allô, Tchomba? Tchomba? C'est qu'il y a des endroits mais qui n'étaient pas occupés par les terreaux. Mais aujourd'hui, tous ces endroits sont occupés. Moi, c'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Et tu vois des idiots, des imbéciles en train de le soutenir. Alors qu'il ne fait rien. Il ne fait rien d'extraordinaire. Rien du tout. On ne peut pas parler de ça. Toujours faut emmerder les gens Côte d'Ivoire. Comme c'est la Côte d'Ivoire qui est son problème. Il le sait, il fait exprès. Tchomba doit être là. Tchomba était tombé. Tchomba tombé, voilà. On les prend. Oui, Tchomba. Il m'a sauté. Il somnolait, donc il m'a sauté. Donc il faut voir le dernier rapport des Nations Unies. Je crois que c'est une dame qui l'a publié, le sous-secrétaire, le sous-directeur comment on appelle, le sous-secrétaire général de l'ONU, c'est une dame, c'est un Nigérien. Le rapport, c'est le Burkina qui est le pays le plus touché. Les gens ont vaincu le terrorisme dans les autres parties du monde, mais la partie qui est la plus attaquée aujourd'hui, qui est victime, c'est l'Afrique occidentale. Mais le pays où il y a le plus d'actes
des terroristes, c'est le Burkina. Et on n'en parle jamais. Ils sont dans un film. Chaque jour que Dieu fait, il y a des attaques au Burkina. Personne n'en parle. Mais on est dans l'idéologie. On dénonce de l'impérialisme. On veut déstabiliser le voisin ivoirien. Avec des plaisantins, comme Kwa Faso là. C'est avec des gens comme ça, vous croyez que vous pouvez déstabiliser un pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire? Il faut arrêter de rêver. Donc, s'ils sont dans un film, voilà, ils se préoccupent plus de la déstabilisation du voisin, où tout se passe bien, où les enfants vont à l'école, au lieu de chercher à sécuriser leur population, qui souffre énormément. Qui souffre énormément. Voilà, donc c'est une bonne chose. Et désormais, franchement, il faut prendre des mesures pour interdire la venue de ces mendiants dans les autres pays d'Afrique. Le Sénégal a donné l'exemple en expulsant des milliers par an. Oui, le Sénégal l'a fait. Les autres pays, les Nigériens même sont contre la mendicité. Et les militaires ont demandé de ramasser les mendiants professionnels qui traînent dans leur rue pour les envoyer dans des bas-fonds pour travailler. Voilà. Mais ça, il y a longtemps, ça vaut 4 ou 5 mois. Non, il va faire travailler. On ne va pas condamner quelque chose à Niamey et l'autoriser à Abidjan. Non, ce pays devrait suivre. Parce que la mendicité ne doit pas être une profession. Et on a malheureusement remarqué que le Niger est le plus grand exportateur de mendiants en Afrique occidentale. Ça ne les honore même pas. Alors quand les gens se moquent d'eux sur les réseaux sociaux, ça ne les honore pas qu'on dise que ce sont des enfants de mendiants. C'est pas bien. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. Ok. On va partir avec notre analyse qui est sur WhatsApp. Ah non, non, non. Cette histoire des mendiants là, moi, en tout cas, ça m'a paru bizarre, quoi. J'ai dit, mais comment des mendiants sortent comme ça, machin? Bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir Ladi. Bonsoir. Bonsoir Ladi. Bonsoir mon doyen. Oui, comment vas-tu? Bien, 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 merci, et toi? Bonsoir à tous les camarades qui sont... Oui, je vais bien, merci. Bonsoir à tous les camarades qui sont connectés à cette heure-ci. Effectivement. Donc, l'actualité oblige, voilà, il y a une bonne raison au moins de rester éveillé à cette heure-là. Bon, le sujet, si je ne me trompe pas, le sujet du jour, c'est donc la rafle des mendiants, notamment des Nigériens. Effectivement. Voilà. Bon, ben si on peut s'autoriser à faire des écarts, il y a quelques sujets rapidement dont j'aimerais parler si ça ne te dérange pas. Vas-y. Le sujet que toi tu vas aborder, aborde. D'accord. Ben, je vais commencer déjà par un fait qui pour moi est très important. Ce fait-là, il a accéléré en fait la mise à nu de tout le projet de ce rhodium. Parce que, quoi qu'on dise, nos relations aujourd'hui avec les pays de l'AES vont aller de pire en pire tant que Soro restera toujours dans ces pays-là. Effectivement. Soro a pris un coup dur, un coup très dur, quand nos services de renseignement ont arrêté Aboulaye Fofana. Et ça, il ne faudra jamais qu'on l'oublie. Aboulaye Fofana est en quelque sorte le disque dur de Soro. Oui. Mais puisque le temps est passé aujourd'hui, on a tendance à l'oublier. Mais depuis l'arrestation d'Aboulaye Fofana jusqu'à aujourd'hui, Soro ne s'est plus jamais retrouvé. Parce que Aboulaye, quand il quitte Bruxelles pour rentrer à Abidjan en passant par le Maroc et puis le Burkina, Aboulaye Fofana, il a un nom, et dans son nom, effectivement, il y a un mot de passe, il y a un code. Le code de l'opération pour lequel Aboulaye était venu. Par la suite, lorsqu'Aboulaye a arrêté, Aboulaye demande à être mis d'abord à l'abri et par la suite, Aboulaye se met à table. Ce sont les
les déclarations d'Aboulaye qui ont mis quasiment à nu par la suite le système de Soro. Et on va voir par la suite que l'arrestation d'Aboulaye a conduit Soro à infiltrer l'entourage d'Assimi Goïta et a fait prendre en otage nos 49 soldats. C'était sa seule façon de riposter par rapport à l'arrestation d'Aboulaye pour dire à quel point l'arrestation d'Aboulaye a démembré son système. Ah oui. Aboulaye est arrivé avec, avec le nom qu'il a sur le passeport, c'était Koné Amadou. Le nom c'était Koné, le prénom c'était Amadou. Mais quand tu décortiques le prénom qu'il avait dans son passeport, Amadou, c'est A-M-A-D-O, Ado. Wow. Donc le nom de l'opération, quand Aboulaye est arrivé, c'était en fait Amor Ado. Parce que le Amado, c'était Amor Ado. Wow, wow. C'était l'opération pour laquelle Aboulaye était arrivé après les déclarations qu'il a faites donc, sur les réseaux sociaux, notamment en appelant l'armée à se soulever. Donc quand il a arrêté avec les 5 téléphones portables et les millions à l'arrivée à 3, effectivement, il se met à table et va s'en suivre maintenant toute la chaîne de complicité qui entourait le projet de déstabilisation des autorités qui étaient mises en place, par Soro Guillaume. Donc Soro maintenant, il va prendre le coup, il va se rapprocher d'Assimi Goïta. La suite, on la connaît, Franklin Namsi, tout ce qui va avec. Ils vont maintenant essayer de faire du chantage, expliquer que oui, nos 49 soldats étaient des mercenaires et ceci, cela. Mais comme on dit souvent, ce jour-là, le sacrifice, il a pris. Il a pris parce qu'Aboulaye a été arrêté et puis le président, par sa diplomatie forte et silencieuse, a réussi à faire libérer nos frères soldats qui sont entrés à Abidjan. Oui. Donc, le point commun entre la Côte d'Ivoire et les zones de l'AIS aujourd'hui, parce que moi je ne les appelle pas des pays, ce ne sont pas des pays, ce sont des zones de l'AIS. Oui, des zones. Voilà. Donc, les zones. Voilà. Donc, il faut maintenant que le vocable là, on l'adapte aussi, parce que eux, quand ils viennent nous titiller, ils disent les RDR. Quand ils viennent titiller, ils disent les RDR. Donc, nous maintenant, en réponse, on va les traiter des zones, parce que ce n'est plus des pays, ce sont des zones de l'AIS. Oui. Voilà. Donc ce point-là, il faut qu'on travaille là-dessus. Et je pense quand même que Soro, il est à la manœuvre, tantôt au Burkina, tantôt au Niger. Tout le monde le sait aussi, tout le monde l'imagine. Donc tant qu'il sera là, il ne faudra pas qu'on baisse la garde. En tout cas, il ne faudra pas que nos services de renseignement et nos autorités baissent la garde. Ça, c'est un. Le deuxième point concernant les mendiants du Niger. Bon, on a débattu ce soir encore sur leur projet de créer les passeports de l'AIS. Donc, ce qui serait intéressant, et ça, comme quelqu'un l'a dit, les pays ne vont pas bouger. Hein. C'est peut-être des hommes politiques qui vont bouger au fil du temps. Oui. Il faudra désormais, et moi c'est la solution que je propose, lorsque un ambassadeur du Niger, ou un ambassadeur du Burkina, ou encore un autre du Mali, lorsqu'ils viennent présenter leur lettre d'accréditation au président de la République de Côte d'Ivoire, comme ils le font d'habitude, après un moment donné, l'ambassadeur s'en va, c'est un autre qui le remplace. Lorsque le nouvel ambassadeur de ces 3 zones-là va débarquer à Abidjan, il faut que, avec le gouvernement ivoirien, avec nos autorités, ils se mettent d'accord sur ce qu'on appelle un protocole d'évacuation de leurs ressortissants en cas d'urgence. Puisqu'ils ne sont plus de la CEDEAO. Oui, oui. Donc, oui, ils ne sont plus de la CEDEAO. Donc, il faut qu'ils présentent à nos autorités une sorte de protocole qui dit, bon voilà, en cas d'urgence, de quels moyens vous disposez, justement, pour évacuer vos ressortissants. C'est comme quand tu vas faire un prêt à la banque, on te demande, mais le prêt que tu veux là, tu vas le rembourser comment? Est-ce que tu as un CDI? Est-ce que tu as des biens? Ainsi de suite. Donc, s'ils viennent, vous dites soit ambassadeur, en espérant qu'ils ne soient pas à Abidjan pour manger la ticket et le poisson et la loco, ils nous présentent un protocole pour dire, en cas d'urgence, si jamais on nous ramène, comme c'est le cas, à 124 mendiants, voilà comment, en 72 heures, à 48 heures ou en 24 heures, on peut les évacuer dans nos pays. Parce que le courrier que l'ambassadeur du Niger a écrit, c'est un courrier de foutaise. Il s'est foutu de nous, il nous a demandé, du moins à nos autorités, s'ils peuvent encore garder les mendiants le temps qu'ils trouvent une solution.
Non. Voilà. Donc une ambassade, elle est censée s'occuper des problèmes de ses ressortissants. Voilà pourquoi elle Et est. ils n'ont pas la nationalité, voilà, ils n'ont pas la nationalité ivoirienne, ils sont nigériens. Donc s'ils ne sont pas capables de résoudre le problème seulement de 124 personnes, au point où ils ont fermé l'ambassade et demandé au personnel de rester chez eux, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. Donc, dorénavant, à chaque présentation de lettre d'accréditation de ces 3 zones-là, Niger, Burkina, Mali, il faut qu'ils nous disent, voilà, en cas d'urgence, on vous donne, laissez-nous une semaine, 2 jours, 3 jours, peu importe, mais laissez-nous tel nombre de temps pour pouvoir évacuer nos ressortissants en cas d'urgence. Ça, ça serait intéressant. On n'aurait plus ces débats-là qui font croire que oui, effectivement, on s'acharne sur des mendiants, soit-ils nigérians. Donc ça, c'est un point sur lequel il va falloir travailler un petit peu. Oui. Et puis, le troisième point aussi, il a dit, c'est la situation, l'animosité, hein, je pèse de mon mot, l'animosité pour ne pas mettre tous les Burkinabés dans le même sac, mais des autorités burkinabées actuelles et puis ceux du Niger. Parce que ce qui s'est passé, quand un pays a ouvert comme le nôtre, il peut avoir souvent du laxisme. Et c'est en cela que, au jour d'aujourd'hui, il faut qu'on appelle tous les Ivoiriens à ce qu'on appelle le patriotisme. Oui. Ce patriotisme-là, on a fait cas pendant la Coupe d'Afrique. Et on a vu jusqu'où on est parti, on a vu jusqu'où on a été capable de partir. Et aujourd'hui, ces pays-là, que ce soit le Burkina ou le Niger, ils sont en train de nous montrer leur patriotisme. Il faut qu'en retour, on leur présente notre patriotisme en tant qu'Ivoirien. Là-bas que ce patriotisme seulement soit la panacée des jeunes patriotes où ils vont démonter les rails des chemins de fer ou encore ils vont casser les ambassades. C'est pas ça. Mais il faut que l'amour de notre pays, la Côte d'Ivoire aujourd'hui, il faut qu'on s'accapare à cet amour-là et être prêt à défendre notre pays. Comme le clament déjà les forces spéciales. Il faut qu'on soit des forces spéciales mais en civil. Oui. Partout où il faut défendre notre pays, il faut le faire. Parce que j'ai fait un constat. Le problème de la Côte d'Ivoire, il y a eu deux séquences. La première séquence, c'était la chute de Blaise Compaoré. Quand Blaise Compaoré a chuté au Burkina en 2016, il y a des Burkinabés, pour ne pas dire des hommes d'affaires du Burkina, qui sont venus en grand nombre, qui ont fui le Burkina, qui ont fui Ouaga. Et ceux-là, quand ils sont arrivés, c'est dans ce lot-là qu'on retrouve Alino Traoré. Et quand ils sont arrivés, ils se sont noyés dans le tissu économique et culturel du Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça qu'ils ont placé leur pion un tout petit peu, un peu. Et lorsque Ibrahim est arrivé au pouvoir par coup d'État, c'était plus simple pour lui, parce que pendant ce temps-là, c'est ce groupe d'hommes d'affaires burkinabés qui a fui Blaise Compaoré, ils avaient réussi à approcher nos autorités, à comprendre le système ivoirien. Et voilà pourquoi Ibrahim fait la gueule. Voilà pourquoi il fait la gueule, parce que les informations qu'il a, c'est les gens qui sont là depuis 2016 quand Blaise est tombé. Donc ils ont quelques billes, comme on dit dans le jargon, ils ont quelques informations. Et si tu vois qu'un blacour comme Ibrahim Kakao tape sa poitrine, c'est parce qu'effectivement, il y a des gens qui sont là, mais au nom du patriotisme, ils n'ont pas renoncé à leur pays qui est le Burkina. Et c'est dans ce piège-là que Alino Traoré est tombé. Oui. Et même que la fille qui a suivi après. C'est des gens qui sont installés depuis un petit moment sur place, sur Abidjan. Et quand ils sont arrivés, effectivement, il y a eu des débouchés économiques. Et dans le monde des affaires, de la culture, ils ont avancé les pions. Ils ont approché les gens facilement. Comment tu peux imaginer qu'un gars comme Alino Traoré, il fait une collecte de 750 tonnes de vivriers, d'aliments, qui fait partie de la Côte d'Ivoire jusqu'au Burkina. Waouh. Mais c'est énorme, c'est impensable, c'est pas possible. Alors qu'au même moment, on se plaint sur place de la cherté de telle denrée. Même si c'est pour donner un coup de main, mais nous ne sommes pas, comment on appelle ça, une poule aux yeux d'or, au point où nos propres enfants vont rester affamés, pour que lui, Alino Traoré, puisse évacuer ou faire sortir de Côte d'Ivoire 750 tonnes de vivres, des produits vivriers. Non, je pense que c'était énorme.
Et au nom de leur patriotisme, ils n'ont pas renoncé à leur pays. Jamais. Il faut donc couler la Côte d'Ivoire. Voilà, il faut couler la Côte d'Ivoire pour repartir aussi dans les pays, ils sont prêts. Donc, il y a eu cette première vague-là. Quand Blaise a chuté, ils sont arrivés avec plein d'argent, plein de milliards, ils ont investi, ils ont facilement approché le système, nos autorités. La deuxième vague encore, c'était la vague de l'ONUCI. Quand il y a eu notre crise et qu'il y a eu le contingent de l'ONUCI, il y avait beaucoup de soldats nigérians dans le contingent de l'ONUCI. Oui. Et ces Nigériens-là, ils ont acheté des terrains à Abidjan. Hein? Oui, il a dit. Ils ont pris des familles ivoiriennes. Ils ont eu des enfants avec nos sœurs. Ah, ceux-là vont plus retourner là-bas. Hein? Et justement, ceux-là ne sont pas retournés, il a dit. Ils ne sont pas retournés. Et je ne sais pas si tu te rappelles encore, l'ONUCI, même quand 2011 est passé, c'est, je crois, 2 ans après que le conteneur de l'ONUCI est parti. Parce que ces soldats nigériens-là, ils ont acheté des terrains à Abidjan, ils ont eu épousé des familles ivoiriennes, ils ont même eu des enfants, pour ne pas dire qu'ils ont fourni des familles à Abidjan. Et beaucoup sont sur Abidjan, beaucoup ne sont pas partis au Niger. Beaucoup ont eu des missions de l'armée, et autant vivre au paradis qu'en enfer. Donc beaucoup ont rendu leur démission, et ils sont basés sur Abidjan. Donc ceux-là, au nom de leur patriotisme bancal, ils ne vont jamais renoncer à leur pays. Donc s'ils peuvent nous planter dans le dos aussi, ils sont capables de le faire. S'ils sont capables, s'ils peuvent nous planter dans le dos, ils peuvent le faire. Ah oui. Voilà, on ne dit pas que demain, il faut que les gens aillent s'attaquer aux vendeurs de bois ou encore aux vendeurs de bétail, mais tu vas remarquer que même à Port-Boué, quand tu as eu les événements l'année dernière où les jeunes, effectivement, se sont attaqués au bus ou encore au matériel de l'armée, c'était au nom de quoi? Parce que c'est des gens qui sont plus ou moins établis encore depuis un moment, mais qui n'ont pas renoncé à leur pays au nom de ce qu'ils appellent le patriotisme. Et quand tu regardes leur panel aujourd'hui, que ce soit les Burkinabés ou les Nigériens, sans oublier les Maliens, mais tu t'en rends compte. Donc il faut qu'en tant qu'Ivoiriens, on repeigne ce drapeau-là, orange, blanc, vert, pour les faire comprendre que nous aussi, comme on dit dans le jargon, on n'est pas quitté sur le dos de notre mère pour tomber. Nous sommes des dignes fils de nos parents. Ce pays-là, on l'aime, cette terre-là, on l'aime. Autant vous chérissez vos terres, nous aussi, on chérit nos terres. C'est ça. On chérit nos terres. Et ensuite, en 4e point, je vais aborder le problème de la communication. La politique, elle est ce qu'elle est. C'est ce Jenny Kobena qui nous disait la politique exclut tout angélisme. Mais en politique, tous les coups ne sont pas permis. Parce qu'aujourd'hui, il y a certains Ivoiriens, pour ne pas les nommer, le PPACI, qui a décidé aujourd'hui de détruire la Côte d'Ivoire en complicité avec les hommes de l'AIS. Et dans leur système de communication, ils ont compris l'apport, le soutien que pouvaient leur apporter les journalistes camerounais. On a connu Franklin Namsi, on a connu Théophile Koumou, qui était ici en Côte d'Ivoire, il était de la publication du Temps. Aujourd'hui, c'est un pourfendeur de la Côte d'Ivoire, il est couché en France. On a connu Franklin Namsi, matin, midi, soir, on l'entend. On a connu Kazis Bayala, on a connu Charles Onana. C'est eux, depuis 2011, qui ont décidé de diviser ce pays-là et les Gore, hier, aujourd'hui, peut passer les a rejoints. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe quand tu suis les systèmes de communication? Alain Foucault a créé une chaîne de télévision. En fait, une chaîne de communication. Ouais, c'est qu'il a au Togo là, non? Oui. Et sa chaîne de communication ne fait rien d'autre que s'intéresser essentiellement à la Côte d'Ivoire. Le premier invité, pour ne pas dire le premier grand invité, en guillemets, qu'il a reçu, c'est Gbagbo. Ouais. Il allait faire parler Gbagbo. C'est une façon encore d'attirer les regards vers la Côte d'Ivoire. C'est une façon encore de blanchir Gbagbo, parce que Gbagbo, quand on prend cette interview qui est passée peut-être inaperçue parce qu'on a rigolé, où Gbagbo a dit qu'il a donné 2 milliards à Chirac. Mais ce n'est pas cet aspect-là, moi, qui m'intéressait. C'est le fait que Alain Foucault travaille aujourd'hui à donner une virginité à Gbagbo. Il essaie de présenter Gbagbo comme un homme neuf, innocent, qui était la victime et de la France, Chirac, et des rebelles, et d'Alassane Ouattara.
Et dans ce système de communication, c'est un point central. Comment faire pour blanchir le leader du FPI d'hier? Donc Alain Foucault a déjà commencé. Et après Alain Foucault, il y a Jules Domitier, un Camerounais aussi, sur Vox Africa, qui a invité Simone Gbagbo. Il lui a fait une interview en presque 4 parties. Et dans ces 4 parties, Simone, elle parle de tout, mais sauf de sa responsabilité en tant que marraine des accidents de la mort. Elle parle de tout. Même de ce qui lui est arrivé à l'aéroport quand Gbagbo lui a dit de quitter devant lui et devant le monde entier. Wow. Elle n'évoque jamais leur gestion du pouvoir. Elle n'évoque jamais les femmes violées. Elle n'évoque jamais sa déclaration sur TV5 devant Denise et peut-être Durand. Elle ne dit pas ça. Donc elle se présente elle aussi comme une victime. Comme une victime. Et toujours dans cette même communication, il y a la dernière déclaration de Nadia Nibamba. Et qui a dit, ça peut passer aussi inaperçu, qu'à Korogo, on a vu tuer Gbagbo. Oui. Donc encore une fois, oui. Et ça c'est grave, parce que c'est la première, l'une des rares fois en tout cas, que moi personnellement, j'entends que Gbagbo, à Korogo, on a voulu le tuer.